Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro du Talk Foot. Cette semaine avec nous, vous connaissez Ryan, Real Madrid. Une de plus, toujours un plaisir. On t'attend au tournoi aujourd'hui, tu nous as préparé des choses. J'espère que je vais faire kiffer. Ronan, que vous connaissez également, Bayern Munich, FC Barcelone. Yes. Il est changeant. Et le dernier, je pense qu'il vous dit quelque chose. Comment tu t'appelles? Ismail Nasser. Le frère de Nigel, il est enfin avec nous. Après 2 ans d'attente, on a réussi à trouver un jour et ça me fait très plaisir à moi aussi. On commence tout de suite par le highlight de la semaine. Évidemment, Inter Milan contre le FC Barcelone. Regret pour le Barça ou coup parfait de l'Inter, c'est parti. Alors, on y va dévoiler vos ardoises, les amis. Je vois coup parfait de l'Inter et aucun des deux. Ronan, vas-y, commence. Alors moi je trouve que c'est un Gardez vos ardoises. Excuse-moi, moi je trouve que c'est un coup parfait de l'Inter. Pourquoi? Parce qu'en vrai ils ont fait un match exceptionnel à l'extérieur, au Camp Nou, enfin pas le Camp Nou, mais bon, au Montjuïc évidemment. Donc je pense que c'est un coup parfait. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à rivaliser avec une des meilleures équipes de cette saison, pour être honnête, dans le jeu, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la qualité des joueurs. Ils ont réussi à mettre de l'intensité, à contrer les attaques, les offensives d'un très grand joueur, les gars, d'un très grand futur joueur qu'est Lamine Yamal. Donc je pense que c'est un coup parfait parce qu'ils avancent sur cette demi-finale retour avec un avantage qui sera de jouer au Giuseppe Meazza. Pour moi aussi, c'est un coup parfait de l'Inter parce que je pense que le Barça ne s'attendait pas à ça. Pas à prendre en 30 secondes, 38 secondes, je crois, un but. En plus, quel but, ouais. C'est clair. Donc déjà, ça a mis un premier coup au moral. Et puis ensuite, un deuxième but fantastique de Dumfries. Mais voilà, donc je pense que ça a été vraiment un coup parfait de l'Inter. Après, on savait que c'était une des rares équipes, j'ai envie de dire, qui avait cette capacité à piéger le Barça, malgré le fait que soit une équipe extraordinaire cette saison. Moi, en tant que fan du Barça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et ouais, donc je pense que c'était un coup parfait de l'Inter. Mais après, je pense que le match retour, c'est pas fini, quoi. Non. Il y a encore pas mal de choses à régler sur le terrain. Pour vous dire, la dernière fois qu'elle avait vu ça, il était en CE2. Donc pour vous dire, ça commence à ça commence à Ça dater. fait 15 ans. Ryan, aucun des deux. Alors pour moi, aucun des deux. Parce que pour moi, personne ne doit avoir de regrets. Personne ne doit vraiment se sentir content. Si on parle d'Inter Milan, pour moi, ils ont dominé le match. Si on regarde la physionomie du match, ils dominent 65 minutes sur les 90. L'Inter, pour moi, les 20 premières minutes avant le but de Yamal, ils sont pour eux. Et la deuxième mi-temps, pour moi, l'Inter se réveille au retour des vestiaires et domine la C'était Attends, mais qu'est-ce que Tu t'appelles dominer? te bases sur quoi dans dominer le jeu? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'appelles dominer? Domine, pour moi, l'Inter est au-dessus du Barça en deuxième période. Ah bon. Ils se réveillent, ils gardent plus la balle, ils arrivent à mieux jouer. Non, Bon, après, il y a des stats. ils se prennent des buts, dont le but de Rafinha qui est quand même exceptionnel, tu peux presque rien y faire. C'est clair. Mais pour moi, l'Inter ne doit pas se sentir vraiment chanceux. Pour le Barça, au début, c'était compliqué. Ils ont eu des coups de génie de Yamal, Pedri qui te met une passe sur le deuxième but, Rafinha bien sûr sur le troisième but. Ils ont eu des coups de génie, c'était un peu plus compliqué dans le jeu, je trouve. Il y a eu le milieu de terrain qui a quand même été un peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais pour moi, ils ne doivent pas se sentir lésés, le Barça. Et le 3-3 fait qu'au match retour, c'est presque du 50-50 pour moi. Et donc on a dit, on va... Smail, Yamal. Quel match de Yamal? Yamal, en fait, honnêtement... sincèrement, je suis pas du tout pour le Barça, mais on ne sait même pas quoi dire. Genre, Ouais, non, mais c'est pas normal. Yamal, c'est le football. Yamal, c'est le football. Moi, la vérité, c'est que à la base, j'ai pas forcément d'attrait pour les joueurs qui sont, je vais pas dire grande gueule, mais un petit peu. C'est-à-dire les joueurs qui vont être là en conférence de presse, ouais, moi je suis le meilleur, moi je suis trop fort, machin. Mais la vérité, c'est qu'on monte dans le train de Yamal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, il assume. Il assume. Et quelle façon d'assumer? C'est-à-dire que moi, je me rappelle, c'était Capello, je crois, qui a dit on a arrêté le Barça en 2010, on va arrêter Yamal. Enfin, il y avait Messi. C'est bon, bien sûr, Messi, c'est Messi. Mourinho. Mais pas Capello. non, Capello a dit. Qu'il fallait qu'ils avaient réussi en 2010 avec Mourinho du coup à arrêter Messi et que là, du coup, ils arriveraient forcément à arrêter Yamal. Et quand je vois encore une fois la performance qu'il a, surtout la première mi-temps, c'était juste fantastique. Derrière, il y a Inzaghi qui dit on a dû se mettre à 2 ou 3 pour le contrer. Bastoni qui était face à face avec lui a dit on lui a posé la question pourquoi c'est aussi difficile de défendre contre Yamal.
il a vraiment répondu. Réponse simple, c'est le meilleur joueur du monde. Enfin, genre, c'est juste fantastique ce qu'on est en train de vivre, comme ça, l'éclosion d'un gamin de 17 ans. Moi, franchement, je peux pas acheter son maillot parce qu'il est plus jeune que moi, mais franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Mais Gib, fais gaffe, il va être meilleur que toi. Je pense que c'est important aussi de dire qu'il réalise ce genre de performance dans les plus hautes sphères du football. C'est-à-dire que aussi. Là, on parle de demi-finale d'Inter Milan face au Barcelone. Donc je pense que c'est vraiment un match de très très bonne qualité et surtout c'est un match regardé par tout le monde. C'est-à-dire que ces performances-là sont visionnées pour le potentiel ballon d'or de cette fin d'année. Il est passé favori d'ailleurs. Exactement. Donc je pense que tout ça, ça mène au fait qu'aujourd'hui Yamal est considéré comme l'un des 3 meilleurs joueurs du monde à 17 ans. Ouais. Je peux dire bon ça va faire peut-être peut-être un petit peu culture de l'instant quand même. Mais exactement, ça fait un petit peu culture de l'instant. En tout cas, je pense que la performance qu'il a fait hier, c'était incroyable. Moi, je préfère Pedri. L'Euro 2024. J'ai même pas de mots en vrai. Je suis speechless. Après, enfin, c'est pas forcément un bémol côté Barça, mais c'est même plutôt un point en plus côté Inter. C'est que malgré ce match de fou d'un joueur fou en demi-finale, l'Inter n'a pas perdu. C'est ça. Et c'est rare ce genre de truc. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un léger avantage à l'Inter néanmoins. Il a même pas été élu pour le match. Ouais, ça par contre, je trouve pas ça normal. C'est un peu n'importe quoi. Ça, je trouve pas ça normal. Ah ouais, c'est clair. Ça veut un peu rien dire. Par contre, petit bémol côté Barça, c'est l'absence de Koundé pour le retour. Mais le retour de Baldé. Retour de Baldé de l'autre côté. Exactement. Parce que Gérard Martin. Oui, voilà, c'est pas possible. Voilà, on est tous d'accord. Après, là, est-ce que celui qui aussi a eu manque de Lewandowski? Parce que je pense que le Barça a quand même un peu galéré dans le jeu. On va pas, faut quand même dire ce qui est. Il n'y a pas le match de fou de Yamal. C'est clair. Dans le jeu, c'est pas fou. Je pense que le manque de Lewandowski, de son point de fixation, s'est fait ressentir, même si. Ferran, ça va. Quel joueur! Je pense que Ferran, pour moi, Ferran Torres, il est très bon dans la rotation dans l'intérieur. Oui, je suis d'accord, mais après titulaire, on sent la différence quand même. Moi, celui qui m'a déçu, c'est Olmo. Ça fait plusieurs grands matchs qu'on ne voit pas. Je dirais pas plusieurs grands matchs parce qu'il est très souvent blessé, parce qu'à chaque fois. C'est aussi un problème. C'est ça, c'est clair. Mais chaque fois cette saison qu'il joue, il est quand même assez régulier, assez bon en Liga. Mais c'est vrai que là, sur un gros match comme ça, avec l'intensité physique que l'Inter a mis, je pense que Olmo il pouvait pas forcément assurer ce match-là. Surtout que le deuxième but qu'on prend, c'est de sa faute complètement. Après Olmo, c'est depuis toujours. Même avant, c'était le problème. Il avait des up and downs. Exactement. Il était hyper irrégulier. Tu pouvais voir une action de génie et après il disparaît pendant 3-4 matchs. Ouais, non, c'est clair. Moi, Dani Olmo, je vais pas dire, il m'a un petit peu déçu. Mais après, je sais pas, je pense que il fait partie de ces joueurs qui ont une qualité technique qui font qu'on ne peut pas les enterrer trop vite. Exact. Et si ça se trouve, au match retour, il va tous nous clouer notre deck. Et pour le retour, on risque, ils le diront qu'au dernier moment, mais Lautaro risque d'être forfait. Okay. Ça va être un coup très dur parce que Thuram, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Je ne sais pas comment il a joué parce qu'il n'arrivait pas à courir et ça se voyait. Taremi. Non, il était blessé. Taremi, c'est un bon neuf, mais c'est pas quelqu'un qui va toucher le ballon, qui va descendre, qui va voilà. Lautaro est très bon. Ouais. Après, oui, c'est sûr. Après, là où il y a la force quand même de l'Inter, c'est ce milieu de terrain, je trouve hyper complet. Incroyable. Même avec les pistons, Dumfries et Di Marco. Qui a été en difficulté en match aller. Non, mais c'est normal. Mais t'as Pedri en face, mon frère, c'est un Pedri en face. Pedri, il fait pas le milieu du Barça non plus. Ouais, ils sont un peu neutralisés les deux milieux. Mais en fait, plus on avançait dans le match, plus le milieu de l'Inter revenait dans le match. Pour moi, le milieu de la rencontre, c'est presque De Jong. Ça se tape en De Jong, il fait un bon match. Moi j'aime trop Pedri. Sur Pedri, je suis pas très objectif. En individualité, c'est clair que je suis d'accord avec toi. De Jong a fait une très très bonne rencontre. Franchement, une très bonne rencontre. Pour dire un mot sur Pedri, moi ce qui m'impressionne, c'est que j'ai été déçu dans ce match, mais que son plafond bas, il est quand même extrêmement haut. Son plafond bas. Non, mais c'est mauvais jour. C'est mauvais jour, exactement. Ça reste quand même des gros matchs. Il fait une super passe sur le deuxième but. Et il reste bon, contrairement à Olmo qui. Il est régulier, mais quand il est mauvais... Il est mauvais. Ouais, tu le sens. Niveau plancher, on dit. Plancher bas, c'est le mot que je cherchais, j'arrive pas. Pour revenir à ce que tu disais sur le niveau des joueurs de l'Inter, donc des milieux, je pense que ça s'explique aussi par l'expérience qu'ils ont connue durant ces dernières années. C'est pour ça que moi je dis la moyenne d'âge. Oui, c'est pour ça que moi je dis, depuis plusieurs semaines dans cette émission, que l'Inter, si l'Inter gagne la Ligue des Champions, c'est très logique, parce que c'est un cheminement depuis 4 ans, ils ont fait une finale il y a 2 ans, c'est vraiment une équipe qui a été construite de A jusqu'à Z, avec des joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons, qui sont bons, qui sont dans la zone comme Dumfries, le mec... il fait un super match. Il fait un match énormissime. Il fait un super match. Il fait un match énorme.
Qui est favori pour le retour? Smaïl, en un mot. Après, on expliquera. Qui est favori pour le retour? Moi, je peux pas me... Favori, pas ce que tu penses, ni ce que tu veux, mais factuellement, qui est favori? Qui est favori pour le... je mettrais le Barça quand même. Ronan? Je mets le Barça. Inter, mais à 51-49, hein, vraiment. Ah, moi, je suis quand même... Dans le contexte, l'Inter est favori mécaniquement. Ils ont fait nul à l'aller, ils ont mis 3 buts. Enfin... Oui, mais sans le but à l'extérieur. Non, oui, mais 3 buts en face, ils ont été capables de mettre 3 buts. On a vu par déjà, le déjà, enfin... Vas-y. Okay. Déjà, je reste là, je laisse... Ouais, fais comme tu veux. Donc déjà, il y a le fait qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, ce qui fait que, je vais pas dire moralement, mais moralement ça devient un 0-0, sauf si on prend bien sûr en compte l'influence du public, mais ça encore on peut quand même en discuter. Mais moi, là où je pense que le Barça reste favori, c'est mentalement, parce que prendre 2-0 comme ça, premier but à la 38e seconde, deuxième but à la 20e minute, alors que justement au match aller à Montjuïc il partait favori, puis revenir à 2-2, et on a vu que sur la fin de la première mi-temps c'était difficile pour l'Inter de résister. Ensuite prendre comme ça un but sur une erreur de Szczęsny. Szczęsny, on n'en a pas parlé, mais également grosse erreur de Szczęsny. Il a sorti son plus mauvais match au plus mauvais moment. Donc grosse erreur de Szczęsny qui coûte le 3-2, et puis ensuite 1 ou 2 minutes après, boum, 3 partout. Et sur la fin de match encore, c'est le Barça qui est aux abords de la surface interiste pour essayer de mettre le 4-3. On ajoute à ça en plus le retour de Baldé qui va faire un énorme bien, je pense, parce que déjà Gérard Martin est mauvais, et surtout c'est que Baldé est très bon. Je pense qu'il va pouvoir apporter autant défensivement qu'offensivement. On va pouvoir peut-être même gérer le cas Dumfries, qui lui aussi revient à peine de blessure. Et éventuellement le retour de Lewandowski. Bon, après, Ferran Torres a fait un super match. Il pourra jouer, mais peut-être pas. Mais je pense qu'il pourra jouer sur la fin. A fait un super match, mais moi j'ai quand même une action en tête où il y a Yamal qui fait une petite passe dans la zone comme ça. Le contrôle de Ferran est mauvais. Bon, je lui en veux pas parce qu'il y a 4 joueurs autour de lui et tout ça. Mais je pense Lewandowski en une touche, ça fait but. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis la détermination. On a vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Barça mentalement aussi fort. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'ils sont menés et c'est pas la première fois qu'ils savent revenir. Et je pense que Flick a su insuffler une espèce de souffle qui fait que ils ont pas peur. Ouais, un souffle. Ok. Non, mais c'est-à-dire que il leur a vraiment donné la grinta, quoi. Vous voyez Nia comme on disait pour le Maroc en Coupe du Monde. Donc moi j'ai totalement confiance en cette équipe du FC Barcelone. Je dis pas pour autant que ce sera un match facile, bien au contraire. Je m'attends pas à une victoire écrasante, je m'attends pas à une qualification comme ça à la 30e on éteint la télé et prend du bon, voilà. Je pense que l'Inter peut piéger l'FC Barcelone. Ils l'ont fait un peu au match aller, ils l'ont déjà fait par le passé, donc voilà. Mais après, faut pas oublier que l'Inter est sur 3, j'ai pas envie de dire mauvais matchs, mais 3 mauvais matchs, dont 2 chez eux, il me semble. Défaite face à la Roma, plus nul face à je sais plus quelle équipe. Bon, t'as Bologne. Bref, il y a Bologne, t'as AC Milan. 3-0 à Milan. Ouais, Milan aussi. Bref, ils sont pas sur une super série chez eux. Mais là, ils ont tenu le coup. Oui, ils ont tenu le coup complètement. Mais c'est à voir. Après, ça va dépendre aussi de comment Anti-Flick décide de faire tourner son effectif ce week-end face à Valladolid. Je pense qu'on voit pas beaucoup de titulaires. Ouais, non. D'abord, on va voir Ansu Fati. On va voir Ansu Fati. Ter Stegen titulaire. Ah, mais ce match de Valladolid, il est très important. Il va être, parce qu'à l'heure où on se parle, le match n'a pas encore eu lieu, mais il va être très très important pour la Liga. Pour la Liga, parce que si le Barça ne serait-ce que perd 2 points ou 3 en cas de défaite et que le Real gagne dimanche contre le Celta Vigo, finale le 11. Clair. Et d'ailleurs, ça me fait une passe D. Le 11, match à 16h15, vous aurez 1h30, 2h d'avant-match avec nous dimanche dès 13h. Restez connectés. Je vais vous parler. C'est incroyable. Ça, c'est parfait, ça. Merci. Quelle transition. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe à la suite? Moi, je veux juste rajouter un petit mot du coup sur Inter-Barça. Smaïl en a parlé tout à l'heure, il y avait la stat de la moyenne d'âge des deux équipes. Ouais. Le Barça, c'était l'équipe la plus jeune des demi-finales avec 24 ans. C'est ça. Et l'Inter, la plus vieille, avec 29 ans. 30, il me semble, mais c'est la même chose. Dans ces eaux-là. Mais je trouve que c'est hyper représentatif des deux équipes quand tu regardes leur jeu. Ouais. T'as vraiment l'Inter qui est vraiment dans l'expérience, le contrôle, et le Barça
dans l'insouciance. C'est vraiment, je trouve que ce Barça est insouciant. C'est pour ça qu'on l'aime. La jeunesse. C'est pour ça qu'on l'aime. La jeunesse, des fois, ça peut faire qu'il y a certaines séquences qui sont un peu moins maîtrisées. Un peu moins maîtrisées, exactement. Mais ça compense par le talent individuel et l'insouciance des joueurs. Et le collectif, la force du collectif. Moi, je trouve, par rapport au talent individuel, on l'a vu cette année, je pense, de façon assez flagrante, que ce soit le Barça, le PSG ou même le Real Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est plus la grande équipe que c'était la saison dernière. La saison dernière. Et moi, je pense qu'au-delà de la perte de Kroos, il y a aussi vraiment, sur les matchs que j'ai regardés, il y a, je trouve, un manque d'esprit collectif. C'est-à-dire que quand on regarde Koundé quand il s'est blessé, tout le monde est parti le voir. Alors que moi, j'ai assisté à une scène lunaire face à l'Atlético de Madrid de Bellingham qui pète un plomb sur Vinicius. On l'a vu aussi, justement, Inter contre Barcelone, mercredi. On voit Marcus Thuram qui va chez Di Marco parce que le pauvre il est en train de souffrir. Voilà, il est en train de souffrir et il le réconforte parce que le foot c'est avant tout un sport collectif. Clairement. Et je trouve qu'au Barça il y a un vrai esprit collectif qui est aussi présent à l'Inter de Milan, on peut le dire. Mais certes il y a des individualités, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Pour moi il y a la force du collectif. Je voudrais juste rebondir sur ta question par rapport au Barça et l'Inter et le retour. Moi je pense que le Barça est favori. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'Inter à 13 joueurs sur cette saison. C'est pas un groupe de 20 joueurs qui jouent tout le temps. Il faut savoir que l'Inter joue avec ses 11 titulaires très très souvent et qu'ils ont à peu près Fratesi et peut-être 2-3 joueurs autour qui tournent autour de l'effectif et donc qui font des bonnes entrées bien sûr. Mais le groupe n'est pas énorme. Donc je pense que ça va laisser beaucoup plus de chance au Barça pour s'imposer au retour. Le Barça ils vont faire tourner. D'un point de vue stamina des joueurs. Exactement, d'un point de vue puissance. Il y il y aurait Rally latéral gauche et Najib buteur. Oh, c'est ce qu'on m'annonce. Alors, il y a à l'instant. Ah, c'est tu pas nous avais pas dit ça. Tu nous avais pas dit ça. Moi, je comptais jouer ailier droit, mais je crois qu'ils ont pas reçu mon mail. Mais merci pour cette belle conclusion. On passe au coup de cœur et au coup de gueule. Alors on y va, Ryan, il a un coup de gueule et un coup de gueule en même temps. On n'a rien compris quand tu nous as parlé en off. Vas-y, la caméra est devant toi. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi cuisiner. Alors c'est pratiquement officiel maintenant. Ancelotti va s'en aller à la fin de la saison. Avant ou après la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas exactement, mais c'est presque sûr qu'il parte. C'est Xabi Alonso qui est pressenti plus que pressenti même pour le remplacer. Déjà, je vais faire une première séquence pour remercier Ancelotti pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. C'est un homme qui a fait de très grandes choses pour le club lors de son premier passage. Et pour moi, encore plus lors de son deuxième passage, où il vient prendre une équipe vieillissante avec des Marcelo sur la fin, Eden Hazard, Isco, les trois, c'était... Bale aussi. Ouais, c'est clair. Les quatre, ils avaient le même IMC que moi. C'était plus que compliqué. Non, il vient prendre cette équipe, il arrive à insuffler un esprit collectif qu'on a beaucoup moins vu cette saison, mais vraiment une cohésion. Et pour ça, merci. Il prend 2 Ligas, 2 Ligues des Champions, 2 Supercoupes, une Coupe du Roi. C'est exceptionnel pour moi par rapport à cette équipe. Il fait des choses que pour moi, il n'y a que lui qui pouvait faire. Parce que les joueurs par rapport à l'effectif, exactement, les joueurs qu'il avait à disposition, bon, il y avait les meilleurs joueurs du monde à certains postes, mais notamment sur la rotation, c'était compliqué à certains moments. Quoi d'autre ? J'ai été le premier à critiquer, mais pour moi, il a fait des choses exceptionnelles et on est obligé de limite fermer les yeux sur cette dernière année compliquée et juste lui dire merci beaucoup. Donc c'est Xabi Alonso qui va venir le remplacer. Moi, Xabi Alonso, j'ai envie de faire un coup de gueule plus sur le Real par rapport à Xabi Alonso. C'est-à-dire que pour moi, Xabi Alonso, c'est un coach qui a des idées de jeu claires, offensives. On n'a pas vu ça peut-être depuis Mourinho, il y a 12 ans, qui prenait un jeu aussi offensif et aussi débridé. Maintenant, j'ai un peu peur sur certains points, notamment Florentino Pérez, qui pourrait être qui pourrait contraindre un peu Alonso à respecter certaines règles entre guillemets du Real Madrid, notamment sur le mercato. On sait que le Real Madrid, c'est pas un club qui achète beaucoup de joueurs au niveau de la quantité, pas de la qualité. Dernièrement, il y a eu la refonte du stade, l'achat d'Mbappé, Bellingham, la revalorisation salariale de Vinicius. Donc le Real Madrid n'a pas beaucoup d'argent non plus. Donc on ne peut pas s'attendre à un mercato
avec 5, 6, 7 recrues. C'est vrai. Mais plutôt comme les dernières années. Joueur très cher. Un joueur très cher, une star et peut-être 1 ou 2 joueurs dans le complément. Maintenant, je trouve que dans ce Real-là, il y a beaucoup de joueurs, justement, il y a beaucoup de besoins, notamment en défense. Milieu de terrain. Si on pense, milieu de terrain aussi. Mais pour moi, la défense, c'est vraiment primordial. Tu as Carvajal qui est blessé, on ne sait pas dans quel état il va revenir. Vasquez. Cette saison, c'est beaucoup aussi lié aux blessures. Ouais, c'est beaucoup de blessures, mais quand tu regardes l'effectif, c'est clair qu'il n'y a pas s'il y en a un qui se blesse, en défense centrale, tu as Rudiger, Alaba. Bon, Alaba, c'est. Il y a en arrière-gauche le petit Marocain de la Fabregas qui monte ce week-end. Et il y a le petit Jacobo aussi de la Jacobo Castilla. Ramon. Et les deux ont été coachés en jeune par Xabi Alonso. Pourquoi pas les revoir en U15, U16, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc pourquoi pas les revoir. Maintenant, j'espère que le Real va pouvoir faire des sacrifices entre guillemets et laisser à Ancelotti de quoi appliquer. Alonso. J'ai dit quoi, pardon? Ancelotti. Oui, Alonso. De quoi le laisser vraiment imposer sa patte et faire son jeu, parce que ça peut très vite tourner au vinaigre si tu lui donnes pas les cartes. Et un dernier petit truc sur le vestiaire du Real Madrid qui, avec les stars qu'on a, est de plus en plus politique. Là, on va plus au début, on se disait peut-être Mbappé, Vinicius vont devenir amis, ils vont peut-être pas s'embrouiller. Maintenant, on le sait, c'est un peu chacun pour sa gueule. Tout le monde veut le ballon d'or. Ouais. Tout le monde joue pour ça. Sauf un qui va partir, qui s'appelle Rodrigo. C'est ça. Je suis pas sûr. C'est quasiment sûr qu'il va partir. Pour moi, c'est Vinicius ou Rodrigo. Vinicius en Arabie Saoudite. Honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, moi je trouve ça un peu. Non, mais Rodrigo, le problème qu'il y a, c'est qu'il a pas, cette saison, il a pas staté. Il a pas été influent. C'est clair que sur les 25 derniers matchs, il fait que dalle. Ouais, c'est vrai, mais bon, moi la vérité, moi, je sais pas. Non, il est excellent. Non, mais il trouve que ça se fait pas pour lui, la vérité. Le jour où Rodrigo va signer dans un grand club. Ah bah là, il va partir pour un grand club. Il va faire une Luis Figo, les gars, il va faire une Luis Figo. C'est clair que si il va aller à City. Moi, je pense qu'il va aller à City. Et si tu mets Rodrigo dans un effectif comme City avec Pep Guardiola en plus, ça peut devenir une machine. C'est ballon d'or pour moi. Ah oui, mais c'est ce niveau-là. La qualité de Rodrigo, c'est ce niveau-là. C'est clair. Top 3 ballon d'or. Eh bien merci, on passe à la question de la semaine. Le Paris Saint-Germain a-t-il fait le plus dur face à Arsenal? Alors, le Paris Saint-Germain a-t-il fait le plus dur face à Arsenal? Dévoilé un non, un oui et un oui. On va commencer par Renan qui a changé pendant le jingle. Donc j'avoue, j'ai changé, mais j'ai changé pour une très bonne raison. Alors en vrai, dédicace à Senouni d'ailleurs. C'est ça, dédicace à Senouni. Mais je pense que, pour être honnête, je pense que le Paris Saint-Germain a réalisé le plus dur. Pourquoi? Parce que ils sont quand même allés performer dans un grand club mythique que l'on connaît tous, qui est l'Emirates Stadium, qui est quand même le stade d'un très grand club qui est Arsenal, qui réalise une très bonne saison cette saison, qui est très bon en Champions League. On sait très bien, on le dit et on le redit que c'est pas le meilleur Arsenal de ces 2 dernières saisons, de ces 3 dernières saisons. Mais ça reste quand même un Arsenal avec beaucoup de valeurs sûres, qui a quand même éliminé le tenant du titre, qui est le Real de Madrid. Donc je pense que le Paris Saint-Germain s'est mis du meilleur des côtés pour suivre en finale. Ça c'est clair, et c'est quelque chose que je pense qu'il n'a pas forcément de débat autour de ça. Ryan? Pour moi, j'ai mis non. On sait lire. Pour animer la discussion. Non, parce que pour moi, bon, il n'y a eu que 1-0 au match aller à l'extérieur. Et pour moi, la part la plus compliquée, ce sera vraiment de tenir à la maison. On ne sait pas vraiment si... Bon, je pense que le coach Enrique va quand même vouloir proposer du jeu. Il ne va pas bétonner derrière après 1-0. C'est vraiment pas son style. Mais ce serait très Paris Saint-Germain de perdre au parc de la finale. Très clairement. Aussi, au parc en plus. Prendre un 3-0. Donc non, pour moi, le plus dur reste à venir à domicile. Ils auront leurs supporters qui seront derrière eux à fond. Et ils devront tenir. Et c'est ça l'important. Ismaël ? Moi, je pense que c'est difficile de dire que l'Inter a fait un bon coup. Arsenal-Paris. Ouais, mais ah oui, ok. Que l'Inter a fait un bon coup, sans dire que Paris a fait un bon coup également. C'est clair. Parce qu'en plus, eux, ils vont avec un résultat positif. C'est clair. Donc, moi, j'ai dit que c'était un coup parfait pour l'Inter. J'ai dit que le Barça restait favori pour moi. Mais je pense que dans les rapports de force, c'est pas du tout c'est pas la même chose, avec tout mon respect pour l'Inter de Milan.
Paris, c'est une équipe qui propose du jeu. Paris, c'est une équipe qui a dans le jeu, je ne vais pas dire manger Liverpool, mais sur un match, donc qui a montré de la qualité. Pareil face à Aston Villa, bon, il y a la petite remontada parce qu'ils s'y sont crus trop vite. Mais sinon, dans le jeu, c'est très costaud. Enrique a réussi à créer, j'ai envie de dire, un projet de jeu, un schéma de jeu assez cohérent, assez solide, j'ai envie de dire, pour faire référence à Pierre Chartier. Et, il a préparé depuis 8 jours. Et non, donc moi je pense qu'ils sont favoris. Après, favori ne veut pas dire gagnant. Clair. Arsenal a aussi su montrer des qualités par le passé durant cette saison, notamment face au Real Madrid. C'est une équipe qui est dangereuse sur coup de pied arrêté, alors qu'on sait que défensivement, c'est peut-être un petit peu la faiblesse de ce PSG. Donc, ils sont favoris, mais il y a quand même quelque chose à laquelle il va falloir faire attention, surtout que je viens de lire, juste avant de venir, que Dembélé n'était pas certain. Mais ça, ils vont garder cette chaîne jusqu'au bout. Ouais, je pense il joue pas ce week-end, ça c'est sûr. Enrique l'a confirmé. Mais je pense qu'il jouera. Peut-être qu'il jouera mercredi, mais pas sûr qu'il soit au sommet de sa forme. Mais donc, il y a des petites questions. Mais c'est le bonheur de la Ligue des Champions. Moi, je les mets favoris, mais à voir. Et pour revenir rapidement sur le match, Dembélé encore une fois décisif, Donnarumma XXL, il fait des vrais arrêts, mais Raya aussi d'ailleurs de l'autre côté. C'est vrai qu'il faut noter que Donnarumma était exceptionnel, parce que quand il l'est pas, on le tombe dessus facilement. Donc, c'est clair. Et moi, le problème que j'ai vu d'Arsenal surtout, c'est un problème offensif. C'est-à-dire qu'en attaque, franchement, je pense qu'il s'est trompé sur sa compo. En mettant Trossard, c'était pas. Moi, Martinelli, je supporte pas ce joueur. En fait, il n'y a personne, mais. Je te rejoins avec ça. Merino, c'est un excellent neuf. Oui, mais tu avais un autre milieu. Non, mais tu peux pas. Il pouvait pas, il y avait personne. Pour moi, Partey, c'est une pièce hyper importante. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là, toi. au match retour, Partey va revenir, Merino va repasser à 9, et pour moi, c'est une équipe. Mais justement, moi je te dis que les problèmes d'Arsenal ont été offensifs. Parce qu'ils ont eu le ballon, ils ont eu des. Mais il n'y avait rien. Mais tu avais l'impression que. Martinelli, mais c'est clair. Mais il dribble pas un joueur, Martinelli. Il est mauvais en 1v1. Au-delà de ça, mais même. Au-delà de ça, je trouve que c'est un joueur qui ne. Il est mauvais, pour moi, c'est pas bon. C'est un poulet sans tête. Il ne réfléchit pas assez. C'est clair. Il a des fois des situations où il doit faire 100 fois mieux, mais c'est systématique. Et vraiment, je comprends pas qu'il était encore. Déjà, au Bernabeu, j'ai pas du tout aimé sa presta. Et même si il marque à la fin, mais j'ai pas aimé sa presta. Non, mais blague à part, j'ai pas aimé sa presta. Et là encore, je trouve qu'il fait un très mauvais match. Et à la limite, mettre Merino en 9 et mettre Trossard à gauche, parce que c'est pas possible de remettre Martinelli. Après, je pense que pour ce match-là, je pense que. La plupart des offensifs n'étaient pas bons. Honnêtement, Saka, le meilleur joueur de l'équipe, il a fait un mauvais match. Même il a été muselé par Mendes. Muselé, Odegaard encore pire. Il n'a pas assuré son rôle. Franchement, je trouve que Arsenal a été vraiment Ils ont vraiment été. Ils étaient en dessous. Ils étaient en dessous. Franchement, c'était pas bon. Donc un prono qui passe en finale. Ismaël. Entre Paris et Arsenal. Paris. Moi, je dirais Paris. En tant que fervent hater de Paris, j'ai envie de dire Arsenal. Paris. On passe au kick à jouer où, les amis, de la dernière séquence de l'émission. Allez, on y va. Kick à jouer où? Premier. Alors, TM, ce sont des joueurs qui ont tous marqué en demi-finale de Ligue des Champions. Comme par hasard. Premier joueur. Comme par hasard, ouais. Quimper. Le Havre. Leicester. Marez. Wesh, il est passé vite. 1-0. 1-0-0. Je vais me faire tuer. Corinthians. Rome. Paris Saint-Germain. Marquinhos. 1-0. Je suis nul à chier. LOSC, Lille. Liverpool. Lille de nouveau. Wolfsburg. Liverpool. Origi. Oui. Wesh. Solide. Tu veux nous la faire? Hein? Solide. Ok, solide. Je te laisserai pas continuer avec Guillaume. Irene Ven. Irene Ven. Ok. FC Twente. Ajax Amsterdam. Chelsea. Galatasaray. Ziyech. Bien joué. Mais wesh, il est vraiment fort. Hein. Et la dernière, je la mets à 3 points. Et je vais me faire insulter sur la dernière, je la mets à 3 points. Non, à 2 points, elle est un peu plus dure. Joinville, je sais pas comment on dit. Cruzeiro, Benfica, Chelsea, Jiangsu Suning. Oscar? Palmeiras, non. Ramirez. Hein? Ramirez.
Bravo. Bravo, Smaïl. Guys, ça fait un moment là que je suis pas sur le marché. Parce que je me suis dit, la Chine. Les amis, je vous rendez-vous dimanche aux alentours de 13h pour l'avant-match de la finale de la Liga. Barça Real. À la semaine prochaine, salut.